Parmi les acteurs de la lutte contre le Covid-19, il me semble important d'évoquer la place des travailleurs sociaux qui sont assez nombreux à suivre des formations au CNAM. On a l'impression qu'on en parle assez peu. Ils sont mentionnés souvent au titre de la deuxième ligne, dans une représentation très québécoise que l'on a d'une première ligne, dans laquelle sont d'abord des soignants et puis des travailleurs sociaux qui sont présentés comme en appui de cette première ligne, à la fois pour l'accès aux droits, mais aussi pour faciliter la sortie de l'hôpital, le rétablissement, la post-cure, la réhabilitation, la réinsertion. Donc, euh, tout ceci correspondant à des fonctions tout à fait essentielles. Mais ce qu'il faut souligner pour autant, c'est que les travailleurs sociaux, ils sont également en première ligne avec les autres dans le cadre d'une mobilisation générale. Et d'ailleurs, dans les dernières loi relative à la santé, il est beaucoup fait référence à la notion d'approche globale et à la nécessité de faire coopérer des acteurs de champs différents, en particulier en décloisonnant le monde du sanitaire, le monde du social et du monde médico-social. Je voudrais évoquer trois points. D'abord, le rôle de ces travailleurs sociaux est en lien direct avec l'ampleur des problèmes sociaux, ce qui d'ailleurs justifie leur nombre, puisque selon les statistiques officielles, si on considère toutes les catégories de métiers confondus, le travail social représente 1 200 000 personnes. Deuxièmement, ces professionnels sont confrontés à des difficultés très spécifiques par rapport aux missions qui leur sont assignées, puisqu'ils sont au cœur de la recherche d'un équilibre toujours très difficile entre l'objectif de contribuer à l'autonomie des personnes, mais aussi de favoriser leur protection. Et puis, je dirais, un troisième élément, c'est ce que la crise sanitaire nous apprend sur l'aide à autrui, à la fois dans la conception de l'accompagnement, la façon de le pratiquer, mais aussi les relations entre la solidarité qui s'exerce entre catégories professionnelles, avec le partage de savoir, de compétences et de solidarité, mais d'un autre côté, l'importance de l'engagement personnel, donc du bénévolat, qui doit aller de pair avec la professionnalisation. Concernant le contexte et concernant les problèmes sociaux, on peut dire qu'au-delà des services d'urgence et des hôpitaux, le Covid-19, on l'a dit, frappe les EHPAD, mais aussi les foyers d'hébergement pour personnes adultes handicapés, également les enfants, bref, toute une population qui n'est pas que en institution. On a des accueils de jour, mais on a aussi en tête les difficultés que posent des publics en difficulté qui sont abandonnés à eux-mêmes. Je pense notamment concernant les personnes sans domicile fixe ou les mineurs non accompagnés. Et ce qu'a produit le confinement, eh bien, il a produit un repli, un renvoi sur des espaces privés. C'est accompagné de fermetures de structures, en particulier pour les enfants, et qui pose le problème ensuite de la façon dont s'organise le lien social. En fait, le travail social, il intervient dans un ensemble extrêmement composite avec quatre grandes problématiques et qui sont toutes d'une importance très grande parce que on a en tête à la fois la massification des problèmes de pauvreté et de précarité qui est à la fois économique, sociale, psychologique, et l'impact du Covid rappelle un peu les mêmes problèmes que Philippe Varin, notamment, a évoqué en analysant les phénomènes de non-recours au droit ou de renoncement au droit, à savoir les problèmes de déficit d'information, les problèmes de compréhension par les personnes concernées de messages qu'on émettait en leur direction. Dans certains cas, il y a un désintérêt ou un désaccord avec les décisions qui sont prises, et puis aussi quelque chose qui
qui pose un gros problème par rapport à la façon de penser l'accompagnement, qui est souvent le déficit de confiance. Alors, dans le champ de la pauvreté, le Covid ou les décisions qui ont été prises sont à mettre en perspective avec la situation du logement, l'étroitesse des logements, la question également des bidonvilles, la fin des petits boulots, bref, un ensemble de contraintes qui sont très difficiles et qui posent des problèmes très divers qui vont de l'accès aux soins à des problèmes d'aide alimentaire. Il y a une deuxième problématique d'ailleurs qui est liée à la précédente, qui est la question de l'enfance, parce que on a pris conscience il y a déjà quelques années que la pauvreté touche à peu près 2 700 000 enfants, que ces, ces enfants sont pour une partie d'entre eux des enfants qui sont placés dans des institutions, il y en a à peu près 140 000, et puis d'autres qui font l'objet d'un suivi à domicile, qui sont à peu près du même ordre. On a là, dans le champ de la protection de l'enfance, la, avec le repli sur le domicile des parents ou sur la fermeture, sur les suites liées à la fermeture d'établissements sociaux et médico-sociaux, beaucoup d'inquiétudes concernant l'augmentation des maltraitances dans les familles. Euh, les problèmes de limitation des déplacements s'accompagnent de décrochages scolaires et puis des ruptures dans les accompagnements. Euh, c'est pas uniquement dans les institutions, c'est aussi les accueils familiaux. Le troisième grand domaine dont on parle quand même beaucoup, qui est la question du handicap, là aussi, on est face à des chiffres tout à fait considérables, puisqu'on considère en France qu'il y a à peu près 12 500 000 personnes qui sont concernées par le handicap. Mais si on, ne serait-ce que si on se concentre sur, en particulier, le handicap mental, le handicap psychique, et puis un certain nombre de populations qui ont des troubles psychopathologiques sévères, on voit que le Covid-19 pose des problèmes très pratiques et complexes pour faire respecter le confinement. On a un ensemble de formules à disposition qui vont du maintien à domicile à des formules d'accueil de jour, la priorité étant à favoriser une certaine continuité de l'accompagnement, mais c'est le problème qu'ont beaucoup de travailleurs sociaux, c'est d'arriver à la fois à contenir ces publics, mais également à les rassurer. Je pense en particulier pour des personnes qui ont des problèmes psychologiques sévères, c'est la question de la gestion de l'angoisse, c'est la question de la violence, c'est le débordement des proches qui les rendent tout à fait démunis. Ces phénomènes, à plus forte raison, sont accentués dans le champ des addictions. Et puis, un quatrième grand secteur, celui-ci est beaucoup plus médiatisé, qui est le secteur des personnes âgées. Là aussi, entre les chiffres qui sont donnés relatifs aux personnes qui sont dans des EHPAD, on voit déjà l'ampleur du problème, mais on est dans un pays où le vieillissement de la population fait qu'il y a à peu près 1 400 000 personnes dites dépendantes qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie. On parle de 860 000 personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Et en fait, la question des EHPAD vient sur le devant de la scène, bien entendu, parce qu'elle pose le problème de la maltraitance, mais on réalise aujourd'hui l'importance, notamment à travers le rapport de Gage sur l'isolement, on le sait que près 77% des personnes qui sont les plus dépendantes, en réalité, vivent à domicile. Et donc le problème qui va se poser aussi pour les soignants et les travailleurs sociaux, c'est de pouvoir collaborer avec ces autres acteurs que sont les aidants familiaux, les proches, les aidants informels, etc. Donc voilà, déjà, un des aspects du problème, c'est l'ampleur de ces données. Alors, il y a des difficultés spécifiques pour le travail social qu'il faut avoir en tête. Dans ces difficultés spécifiques, c'est qu'on constate depuis plusieurs années une baisse d'attractivité
pour ces métiers, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de candidats à l'entrée des écoles de formation initiale pour les travailleurs sociaux, et il y a une espèce d'effet de ciseau entre l'augmentation des besoins en personnel et cette baisse d'attractivité qui s'explique par des raisons, on va dire, liées au statut, au salaire, à un manque de reconnaissance, et puis également avec ce climat d'inquiétude qu'ont surtout les travailleurs sociaux qui arrivent jeunes dans le métier, une profession également qui est très féminisée et qui, par rapport à certains publics, a du mal à entrer en relation, se sentant tout à fait démunis. Il y a une époque où on a parlé de la toute-puissance du travailleur social. Là, il y a plutôt le sentiment d'un effet inverse. Et dans les équilibres difficiles à trouver, eh bien, il y a aussi cet équilibre entre ce besoin de reconnaissance et, et l'importance d'une implication personnelle qui va bien au-delà de, de la situation statutaire des personnes. Dire que les frontières tendent à s'effacer entre l'investissement privé, personnel, et puis l'engagement professionnel. Donc c'est un secteur qui ne se porte pas bien, on peut dire quelque chose comme ceci, et dans lequel on voit se développer des phénomènes de sous-qualification et puis d'évaporation active, beaucoup de difficultés pour les managers d'arriver à gérer les problèmes de recrutement surtout, et puis ensuite les problèmes d'organisation. Alors, pour le travail social, on peut dire que, en même temps, le Covid-19 nous apprend quelque chose. C'est pas uniquement l'occasion de faire se confronter les professionnels à de nouvelles difficultés alors qu'ils en avaient déjà beaucoup. C'est qu'on peut faire l'hypothèse que la pandémie, elle va accentuer une évolution dans la façon de concevoir les accompagnements. Je dirais qu'on peut euh, identifier de nouvelles formes d'accompagnement, des nouvelles formes de travail. Euh, J'en j'en identifie quatre très rapidement. Le premier, c'est l'importance des coopérations et de la coordination, puisque l'idée, c'est qu'au-delà de l'émiettement des métiers, puisqu'on sait qu'il y a 13 professions sociales identifiées par le Code de l'action sociale et des familles, mais qu'en réalité, il y a près de 150 qualifications professionnelles, donc c'est un secteur qui est très émietté, et en même temps qui se confronte à des professionnels d'autres champs, celui de l'éducation nationale, celui de la santé, etc. Donc, la première compétence attendue, c'est la capacité à travailler ensemble et c'est de faire en sorte que l'on puisse partager les informations et que l'on puisse parler le langage des autres, ce qui, dans certains cas, peut bousculer des identités professionnelles. Ça, c'est une des difficultés, d'ailleurs, qui touchent en particulier les formations initiales. Il y a deuxième impact sur la façon de travailler, c'est la nécessité de travailler à la fois dans la durée et dans l'urgence, puisque dans les politiques publiques d'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le paradigme du parcours. L'idée, c'est de travailler non pas sur des séquences dans l'existence d'un jeune ou d'un adulte qui se trouve en difficulté de manière ponctuelle. Non, on travaille sur le long terme. On, travaille en particulier dans le champ du handicap, une notion très importante qui a été mise en avant, qui est la notion de projet de vie, et ce qui pose le problème de l'apparition de nouvelles missions, voire de nouvelles qualifications professionnelles autour de la notion de référent de parcours, de case manager, de gestionnaire de cas, euh, d'implication dans un territoire. Et là, on est dans la ligne d'un rapport de données Pifto qui s'intitule Zéro sans solution. C'est une obligation à faire en sorte qu'il n'y ait le moins de rupture possible dans les parcours, mais y compris tout au long de la vie. Troisième élément, c'est celui qui concerne la gestion de la distance. En réalité, ce qui je crois que depuis quelques années, il y a une réflexion pour
sortir d'une espèce d'une centration sur la notion d'usager ou d'un usager cible dans une approche purement individualisante. Et aujourd'hui, on se préoccupe d'une approche plutôt situationnelle, on parle de développement social, etc. C'est non seulement l'importance de tenir compte du contexte et puis de l'environnement, mais c'est aussi pour les travailleurs sociaux la nécessité de, de, de gérer la distance aux personnes, de faire en sorte qu'on ne soit évidemment pas dans une relation fusionnelle, mais qu'il y ait une capacité à développer des pratiques qu'on pourrait dire en retrait. C'est-à-dire qu'il faut laisser aux personnes en difficulté des espaces qui leur permettent de se prémunir d'un interventionnisme excessif. Euh, et donc, il faut à la fois aller vers les personnes qui spontanément ne vont pas vers les services sociaux, mais en même temps éviter les phénomènes d'emprise mentale et d'envahissement qu'ont eu parfois les professionnels, tendance des professionnels par rapport à la vie des personnes, ce qui alimente d'ailleurs des réactions en retour, et notamment ce qu'a étudié Philippe Varin à propos du non-recours au droit et de relations de défiance avec vis-à-vis des travailleurs sociaux. Et puis le troisième champ, c'est celui de la participation et du développement du pouvoir d'agir, parce que, en fait, au-delà d'une approche juridique en termes de droits des usagers, il s'agit aussi de reconnaître la capacité qu'ont les personnes d'apporter des éléments sur leur propre parcours, y compris d'ailleurs par exemple pour dire non au déconfinement, et même si ça se discute ensuite, il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité non seulement d'écouter les personnes, mais de faire en sorte de les reconnaître comme représentant des ressources aussi pour les actions que l'on veut mener. Là-dessus, je dirais qu'il y a eu un texte très important le 6 mai 2017 concernant la définition du travail social et qui explique en fait le travail social, il repose sur trois types de savoirs. Il repose à la fois sur un savoir universitaire en sciences sociales et en sciences humaines. Il repose aussi sur des savoirs pratiques et théoriques des professionnels, mais ce que reconnaît aujourd'hui la réglementation, dans la foulée d'ailleurs de, des positions prises par ATD Quart Monde, c'est l'important des savoirs issus de l'expérience des personnes elles-mêmes qui, tout en bénéficiant d'un accompagnement, peuvent, disent certains, avoir aussi une expertise propre. Du point de vue du CNAM, c'est un point qui est tout à fait important puisque depuis 2015, une collaboration a été engagée avec le mouvement ATD Quart Monde et puis maintenant avec le CNRS autour de la notion de croisement des savoirs. Vous savez qu'il existe une université des patients hein, dans un autre établissement universitaire, mais en tout cas au CNAM, une convention a été re-signée d'ailleurs avec le ATD et le CNRS en novembre dernier, et elle vise à mettre en place un espace collaboratif de recherche en croisement des savoirs. C'est sortir un peu d'une logique purement académique et on a en tête les apports en termes de connaissances que produit ce genre de coopération, puisque par exemple ATD Carmonde travaille avec l'Université d'Oxford sur la définition de la pauvreté. Donc ce sont des apports tout à fait importants. Donc en conclusion, on peut dire que euh, le Covid-19 est l'occasion d'accentuer un mouvement qui est déjà très, très sensible pour faire évoluer le travail social et l'intervention sociale. C'est sûr que le CNAM y a toute sa place puisqu'il y a non seulement une chaire, un master dédié à la recherche en travail social, une spécialité doctorale aussi qui est liée à ça. Il faut toujours avoir en tête que de toute façon, ça ne peut se faire, pour des raisons d'ailleurs philosophiques et éthiques, ça ne peut se faire qu'en prenant en considération la contribution des personnes elles-mêmes et des professionnels de terrain.